en fait relié à un lieu. Et ce lieu, c'est une île qui en allemand s'appelle Helgoland. En français, on traduit Heligoland. C'est une île des pays nordiques. Et c'est une île qui a une particularité. Je ne sais plus si cette particularité est encore vraie de nos jours. En tout cas, elle avait une particularité dans les années 1925 qui était qu'elle n'avait pas de pollen. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de source de pollen. Alors, quel est le lien avec Heisenberg? Le lien, c'est que Heisenberg était un étudiant en physique, enfin un étudiant, il avait déjà la bouteille, et il était à l'université, il était à Göttingen, je pense, et à un moment donné, c'était au mois de mai, il a été pris d'une allergie terrible, rhume des foins, si vous voulez. Donc il avait la tête enflée, enfin tout ça, quoi. Et donc, à l'époque, le seul remède, on ne donnait pas d'antihistaminique, le seul remède, c'était de l'envoyer. Donc, il a été envoyé sur cette île. On lui a dit, il faut arrêter de faire vos cours, etc. On vous envoie sur cette île. Et il est arrivé sur cette île, et il était logé par une vieille dame dans une maison. Bon, peut-être une des baraques qui sont là-haut, là. Et puis, à l'époque, il cherchait. Il cherchait... il essayait de... À l'époque, si vous voulez, la mécanique quantique était à un stade préhistorique, c'est-à-dire que, bon, on avait des idées, ce qu'on appelle, sur certains principes qui permettaient de calculer des énergies et tout ça, mais je veux dire, c'était absolument pas une vraie théorie. Et Heisenberg réfléchissait sur un problème. Réfléchissait sur un problème. En gros, son problème, si vous voulez, enfin l'idée, ça prendrait trop de temps de l'expliquer, mais en gros, si vous voulez, l'idée, c'était que... à l'époque, on concevait l'atome comme un petit système solaire. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que ce qui se passe dans un système comme le système solaire, c'est que, par exemple, si l'électron tournait autour du noyau, il émet de l'énergie et donc, en fait, son orbite devrait se ratatiner sur le noyau. Et ça, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Donc, il y avait des choses comme ça qui ne collaient pas du tout. Et donc, Heisenberg a réfléchi là-dessus. Il est parti des résultats expérimentaux, ce qu'on appelle le principe de Ritz-Rydberg. Et puis, bon, il avait ce calcul qu'il voulait faire. Et quand il était sur cette île, il a commencé à faire ce calcul. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas et tout ça. Et puis, un matin, à 4 heures du matin, tout a marché. Il a eu, si vous voulez, cette révélation extraordinaire. Et au lieu d'aller se coucher, il est allé grimper sur un des pics rocheux qui sont au bord de l'île. Il s'est installé en haut et il a attendu le lever du soleil. Et dans ses mémoires, il décrit de manière extraordinaire, si vous voulez, cette illumination qu'il a eue. Et il dit vraiment, et c'est vrai, qu'il a eu tout d'un coup devant les yeux un immense paysage qui s'est dévoilé à ses yeux. Mais c'était un paysage intellectuel, bien sûr. Et ce paysage, c'était l'essence de la découverte qu'il a faite, si vous voulez. C'est quelque chose d'incroyable. Il a découvert que quand on fait des calculs, donc voilà, Heisenberg, on y reviendra à ça, ce qu'il a découvert, c'est que, vous voyez, quand vous faites de la physique, bon, par exemple, vous écrivez E égale mc2, des trucs comme ça. Vous pourriez écrire E égale c2 fois m, c'est kiff-kiff, d'accord? C'est des nombres, bon, bah, je veux dire, ça ne change rien, d'accord? Ce qu'Heisenberg a trouvé, c'est quelque chose d'incroyable. Il a trouvé que si vous essayez de manipuler la position et le moment, on parle de la vitesse, mais il faut parler du moment. Le moment, c'est le produit de la vitesse par la masse. D'accord? Donc, si vous essayez de manipuler à la fois la position et le moment au niveau microscopique d'un tout petit truc, d'un atome, un truc comme ça, eh bien, vous pourrez toujours faire tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à mettre en défaut ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, d'accord? Qui est que delta x, c'est l'incertitude sur la position, delta p, c'est l'incertitude sur le moment, d'accord? Eh bien, ça, c'est toujours plus grand ou égal à h bar sur 2. Bon, ben, qu'est-ce que c'est que h bar? C'est la constante que Planck avait introduite au début du siècle, d'accord? Pour expliquer certains phénomènes physiques. Alors là, il faut que je vous raconte une petite histoire à propos du principe d'incertitude. Parce que, je crois qu'il y a un bouquin d'ailleurs là-dessus, qui est pas mal d'ailleurs. Mais
en fait, sur le principe d'incertitude, si vous voulez vraiment ressentir en quoi ce principe a troublé les gens, il y a une histoire qu'il faut que je vous raconte. C'est que, bien sûr, Einstein n'y croyait pas. Pourtant, Einstein est à l'origine de la théorie quantique. Je veux dire, c'est Einstein qui a eu l'idée que le photon avait des niveaux d'énergie qui étaient quantiques. Donc Einstein n'y croyait pas. Et Einstein avait imaginé un dispositif. Donc il y avait un, si vous voulez, à l'époque, donc Heisenberg a trouvé son principe d'incertitude vers la fin des années 1920. Donc il y avait à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les congrès Solvay. C'était des réunions de physiciens, en petit nombre, et bien sûr ils discutaient entre eux. Donc il y a eu un congrès Solvay, je crois que c'était en 1830 ou quelque chose comme ça. Et donc Einstein avait imaginé la chose suivante. Il avait imaginé pour mettre en défaut le principe d'incertitude, mais pas sur la position et le moment, mais sur delta t, delta e. Vous voyez, c'est-à-dire que le temps, c'est la variable duale de l'énergie. De même que, si vous voulez, la position est la variable duale du moment. Et le principe d'incertitude vous donne quelque chose de semblable pour delta E, delta T, delta E, vous donne quelque chose comme H bar ou H bar sur 2. Bon, ça dépend des unités. D'accord. Donc, Einstein ne croyait pas à ça. Et Einstein avait imaginé, bien sûr, il faisait toujours la même chose, c'est-à-dire que quand il ne croyait pas à quelque chose, il imaginait une expérience de pensée. Une expérience de pensée, que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous faire un dessin très grossier, mais qu'en fait, on peut très bien imaginer que cette expérience soit rendue de plus en plus précise. D'accord. Donc le dessin très grossier, c'était le suivant. Il faut que je fasse gaffe de ne pas me casser la gueule. Donc le dessin très grossier, c'est le suivant. C'était, vous voyez, donc il y avait, oh pardon. Voilà, là on va mettre un petit ressort. Voilà. Et puis ici on va mettre une boîte. Et puis on va mettre comme un coucou, quoi. Et puis avec, il y aura l'heure ici. D'accord. Bon. Voilà. Alors voilà, c'est ça son système. Et puis alors là, il y a une espèce de truc. Et puis là, il y a des voilà. Voilà le système. Voilà le système. Alors quelle était l'idée d'Einstein? L'idée d'Einstein, c'est que delta t, ben, on va le contrôler parce qu'on a l'heure ici. D'accord? Donc ça, c'est le t, quoi. D'accord? Bon. Et delta e maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Ben, je veux dire qu'il y aura un moment donné où le coucou, il va faire tout. D'accord? Il va émettre un photon. Bon. Et on saura à quelle heure il l'a émis puisqu'il marque l'heure. D'accord? Donc delta t. Alors maintenant, delta E, ben, le photon, ça Einstein il le sait, le photon il pèse h nu. Où nu c'est la fréquence du photon. Donc ça c'est E si vous voulez, c'est l'énergie. Alors quand le photon sort, ce truc-là il devient un petit peu plus léger. Est-ce que vous connaissez l'histoire du camion qui transportait des trous? Non? Vous ne connaissez pas? Il était en montagne, d'accord? Puis à un moment donné, le chauffeur, il s'est senti plus lourd. Il a reculé, il est tombé dans le trou. D'accord. Bon. Bon, je reprends, hein, d'accord. Donc ici, une fois que le photon est émis, d'accord, ce truc-là devient un petit peu plus léger, donc ça va, si vous voulez, l'aiguille, elle va monter un petit peu, et en regardant de combien elle est montée, on va connaître delta E. Donc en fait, Einstein disait, ben, on va connaître delta E, on va connaître delta T, avec une précision aussi grande que l'on veut, donc on n'aura pas le principe d'incertitude. Alors il a dit ça, et ça a fait terriblement peur à Bohr, qui était en train de discuter avec eux, parce que Bohr croyait bien sûr au principe d'incertitude, ça lui a fait terriblement peur, parce que, quelle était la raison pourquoi il avait peur? La raison pour laquelle il avait peur, c'est que quand vous faites les calculs avec ce système proposé par Einstein, ce qui va intervenir, c'est la constante de gravitation. Parce que vous voyez, quand l'horloge, elle monte un peu, elle est dans le champ gravitationnel. Donc quand vous allez chercher de combien l'énergie a diminué, vous allez faire intervenir la constante de gravitation. Donc évidemment, la constante de gravitation, elle ne rentre absolument pas dans le H-bar de Planck, etc. La théorie de Planck, elle est complètement disjointe de la gravitation. Donc Bohr se disait, c'est foutu. Donc il y a une photo extraordinaire.
où on voit Einstein qui sort très fièrement de la salle du congrès Solvay, et on voit Bohr qui le suit un peu comme un petit chien, comme ça, et qui est bon. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est absolument merveilleuse, parce que ce qui s'est passé, c'est que Bohr est rentré à son hôtel. Évidemment, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi de la nuit, parce que, bon, je veux dire, il n'a pas dormi de la nuit. Et il a trouvé la réponse. Et la réponse est fantastique. La réponse est absolument fantastique, parce que, bon, si vous voulez, ça paraissait impossible. Impossible. Pourquoi? Comme je le disais, parce qu'il y aura la constante de gravitation quand vous allez faire le calcul, et ça, c'est impossible que ça marche. C'est impossible qu'on retrouve le h bar, d'où il sort. D'accord? Et alors, ce qu'a trouvé Bohr pendant la nuit, il a trouvé que le même Einstein, en fait, il avait pondu la relativité générale. À l'époque, ça, vous savez, maintenant, cette année, au mois de novembre, il va y avoir un tas de célébrations de la découverte de la relativité générale par Einstein. D'accord? Ça fait exactement 100 ans. C'est pour ça qu'il va y avoir toutes ces célébrations. Donc ça fait exactement 100 ans, et c'était donc une dizaine d'années, ou même plus, une quinzaine d'années, avant l'histoire en question. Qu'est-ce que ça a à voir avec le truc? Ce que ça a à voir avec le truc, c'est la chose suivante, c'est que ce que dit la relativité générale, elle dit que le passage du temps, donc si vous écrivez la métrique, vous avez la métrique de ce qu'on appelle la métrique de Minkowski, en fait qui est due à Poincaré, donc de l'espace-temps si vous voulez. Lorsque ça c'est l'espace-temps de la relativité restreinte, mais si vous regardez la métrique de l'espace-temps de la relativité générale, en première approximation, ce qui se passe, c'est que la métrique ne change pas pour les coordonnées usuelles, on est dans un espace euclidien. Par contre, elle change pour le passage du temps. Et la manière dont elle change, c'est que le coefficient de dt carré est multiplié par 1 plus 2 fois le potentiel newtonien, V de x, y, z. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, c'est pas... Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps passe différemment selon l'altitude. Ok? Mais l'horloge, elle a changé d'altitude un petit peu. Donc son temps a passé différemment. Vous faites le calcul et vous retrouvez le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est incroyable. Ça veut dire que Bohr, si Einstein n'avait pas découvert la relativité générale une quinzaine d'années avant, il aurait eu raison. D'accord? Personne n'aurait cru que le principe d'incertitude était valable. Mais à cause de la relativité générale que lui-même avait inventée, il a été battu. Il a été mis en défaut. Donc le lendemain matin, Bohr est rentré triomphant. Hein, je veux dire, bon, c'est extraordinaire ça. C'est vraiment extraordinaire. Mais si vous voulez, tout ça, c'est pour vous essayer de vous faire sentir le fait qu'aucune de ces notions n'a été acceptée au début. Pas du tout, absolument pas. Il y a toujours une résistance absolument terrible à des choses qui sont nouvelles comme ça. Et alors, ce qui est incroyable dans le quantique, si vous voulez, ce qui est ahurissant dans le quantique, et ça, je pense que c'est pas vraiment passé dans les connaissances. Oui, alors, bon. Je veux dire. Oh, j'en parlerai après de ça. J'en parlerai après. J'y reviendrai. Non, ce qui est incroyable dans le quantique, si vous voulez, c'est le fait que, et ça vient du principe d'incertitude de Heisenberg, c'est que, contrairement à la physique classique, quand vous faites une expérience dans le quantique, vous ne pouvez pas reproduire le résultat de l'expérience. C'est quelque chose de fondamental. Quand j'essayais de vous dire, si vous voulez, que j'allais vous expliquer des concepts ou des notions qui sont... C'est des notions qui font une telle cassure avec la vision classique, si vous voulez, que c'est énorme comme différence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous faites une expérience de nature quantique, c'est-à-dire par exemple vous envoyez un photon, et ce photon il va passer par une toute petite fente qui est à peu près de sa longueur d'onde, et après vous allez le recevoir sur une cible. Eh bien, le fait que vous receviez le photon à un endroit X donné, cette expérience-là n'est pas reproductible. C'est-à-dire que vous pourrez refaire l'expérience avec autant de précision que vous voulez, donner les mêmes conditions initiales, etc.
le résultat final ne sera pas le même. C'est incroyable ça. Et il ne sera pas le même à cause du principe d'incertitude de Heisenberg. D'accord? Alors, vous pouvez me dire, bon, ben d'accord, bon, je m'en fiche, il y a un peu d'aléas, quoi. Dans le microscopique, je m'en fiche. Ben non. Maintenant, ce qui se produit, c'est que le fait qu'il y ait cette incertitude fondamentale, si vous voulez, eh bien, ça a été utilisé pour produire des nombres aléatoires. C'est-à-dire, il y a des Suisses qui ont fabriqué un appareil, qui est un appareil tout à fait qui marche. Maintenant, c'est avec une lampe LED. Hein, vous savez, les petites lampes LED, là, comme ça. Alors, pas LID. Hein, bon, donc, ces petites lampes-là, on les fait passer. Elles envoient des photons. Elles envoient des photons. Ces photons, ils sont reçus sur une cible. Voilà, c'est d'accord. Et on regarde à quel endroit le photon arrive. Il arrive à sur un des carreaux de la cible. Et à partir de là, on fabrique un nombre. Et comme c'est un phénomène quantique, c'est-à-dire c'est un phénomène qui n'est pas reproductible, ça produit des nombres aléatoires qui sont tellement aléatoires que même si un attaquant voulait reproduire la même chose, c'est-à-dire connaissait toutes les données sur le système, il n'arriverait pas à reproduire le même nombre. Alors qu'avec un ordinateur, si vous fabriquez des nombres aléatoires, si l'attaquant connaît votre système de fabrication, il arrivera à reproduire le nombre aléatoire. D'accord? Donc c'est phénoménal comme truc. C'est phénoménal. Et alors, de là, si vous voulez, de cette vérité extraordinaire, en fait, sort une idée qu'on a commencé à exploiter. Et cette idée, c'est la suivante. Vous voyez, nous sommes habitués en physique à attribuer toute variabilité au passage du temps. C'est-à-dire que, bon, moi je me souviens d'une fois, mon prof, j'avais un prof je ne sais plus si c'était en maths sup ou un truc comme ça, puis il m'a dit passez au tableau, alors je passe au tableau, bon. Et puis alors, il m'interroge, et puis il me fait ça. Moi je regarde. Et il me dit, Monsieur Cohn, quelle est la variable? Oh, moi, j'ai dit, d'accord, on faisait de la cinématique. Je réfléchis. Puis au bout d'un moment, je lui réponds, c'est le temps. C'était la bonne réponse. Donc vous voyez, normalement, il y a un tas de choses qui sont variables, et toute la physique est écrite en disant d sur dt de quelque chose, d sur dt égale quelque chose d'autre. D'accord? D sur dt de quelque chose égale... Toute la physique est écrite en fonction du temps. Et en fait, si on réfléchit suffisamment au niveau conceptuel, on s'aperçoit en fait que la mécanique quantique occasionne immédiatement des paradoxes très très violents, très très forts, si vous voulez, et qui viennent précisément du fait qu'on attribue la variabilité au passage du temps. Et il y a une idée fondamentale qui a du mal à passer, mais bon, qu'on a essayé de vulgariser, etc. Et cette idée, c'est en fait que la vraie variabilité, c'est la variabilité quantique, et que le temps, en fait, émerge de cette variabilité-là. C'est-à-dire le temps n'est qu'un phénomène secondaire, qu'un phénomène émergent, qui résulte de la variabilité quantique, mais qui n'est pas du tout fondamental. D'accord? Alors, pour essayer de faire passer cette idée, en fait, je ne vais pas vous donner tout le détail. On a écrit un livre, donc avec Danny Chéreau et Jacques Dixmier. On a écrit un livre ensemble qui s'appelle « Le théâtre quantique ». Et dans ce livre, vous verrez une introduction à cette idée-là, qui est, bon, on l'espère, compréhensible, quoique un peu cryptique, évidemment. C'est-à-dire que, bon, on ne donne pas tous les détails, etc. Mais l'idée vient d'un autre mathématicien, tout à fait, enfin, von Neumann d'abord. Bon, c'est-à-dire après la découverte de Heisenberg, si vous voulez, donc après la grande découverte de Heisenberg, bien sûr, les mathématiciens ont formalisé ce qu'Heisenberg avait trouvé. Ça a pris du temps. Ce que Heisenberg avait trouvé, donc je vous le rappelle, c'était que vous ne pouvez pas permuter les lettres, les variables
comme E égale MC2, vous ne pouvez pas écrire E égale C2M. Vous ne pouvez pas faire ça avec P et Q, etc. D'accord? Alors, il y a des gens qui vous diront, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être compliqué, tout ça. Mais en fait, non. Revenons à Heisenberg. Revenons à Heisenberg. Vous voyez ces deux phrases. Donc ça, c'est une anagramme qui a été trouvée par Jacques Périssalco, en fait, qui est tout à fait extraordinaire et qui a été la naissance du bouquin que je vous ai montré. Mais que signifie une anagramme? Mais elle signifie que si j'avais le droit de permuter les lettres, j'obtiendrais le même résultat. Pas terrible, hein? A2, B, C, D, E, Q. D'accord. Donc, vous voyez, dans le commutatif, ça vous donne le même résultat. Mais bien sûr, nous sommes tous habitués à faire attention à l'ordre des lettres. Bien sûr. C'est le langage. Le langage est fait pour ça. Et la découverte de Heisenberg peut se dire incroyablement simplement. Elle peut se dire en disant que Heisenberg, il a trouvé qu'il fallait faire attention à l'ordre des lettres quand on fait des calculs avec les variables microscopiques. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. D'accord? Bon. Alors, von Neumann a élaboré là-dessus. Il a trouvé qu'il fallait un formalisme mathématique qui s'appelle le formalisme des espaces de Hilbert. Tout ça, bon, c'est un truc assez compliqué. Bon, alors, vous savez, dans mon introduction, on a dit qu'on parlait des algèbres de von Neumann, etc. D'accord? Alors justement, donc là j'en parle, d'accord? Bon, je ne vous donne pas trop de détails, bien sûr. Bon, pas trop de détails là-dessus, sur les types et tout ça. Mais maintenant, je vais vous parler d'un autre mathématicien et qui a été le point de départ vraiment de mon travail, de ma thèse, etc. Et qui est, si vous voulez, l'outil qui a permis d'avoir l'outil essentiel qui permet de donner un sens à cette idée que le temps, le passage du temps, émerge à partir de l'aléa du quantique. Alors, la raison pour laquelle je vous montre sa photo, c'est que malheureusement, il est mort le 9 octobre à l'âge de 91 ans. Sa photo a été prise quand il était venu à Bure-sur-Yvette il y a exactement 30 ans. Il a passé un an à Bure-sur-Yvette il y a 30 ans. Et pourquoi c'est un personnage absolument extraordinaire? C'est un personnage extraordinaire parce que, par exemple, il était dans l'armée au moment de la guerre entre le Japon et les États-Unis, mais il était devenu sourd à l'âge de 2 ans. Donc, il y a eu un moment donné où tous ces corélégionnaires couraient aux abris quand il y avait un bombardement. Tomita ne bougeait pas. Et quand ses corélégionnaires revenaient le voir, il disait mais tu es fou, pourquoi c'est pas ça? Il le secouait, etc. Il disait quel bombardement. C'était ce point-là. Alors, bon, il était connu comme ça. Et alors, il y a eu un épisode où le gradé qui les commandait a dit que lui ne serait pas de l'expédition qu'ils allaient faire parce que comme il était sourd, ce serait plutôt un problème. Donc il est resté, tous les autres sont morts. Et apparemment, mais ça j'en suis moins sûr, apparemment il était le suivant sur la liste des kamikazes au moment où la guerre s'est arrêtée. Ensuite, il a eu un prof. Il faut dire que peu après la guerre, donc, quand il était à l'université, au lieu de faire des cours, enfin au lieu d'aller écouter les cours, les étudiants allaient planter des pommes de terre, tellement il y avait la famine. Ils allaient planter des pommes de terre tout près de l'université. Donc il avait un prof, pour faire sa thèse. Son prof s'appelait Ono. Et son prof, alors, donc Tomita va voir son prof parce qu'il voulait faire une thèse. Alors son prof prend un gros bouquin, je n'en ai pas amené avec moi. Bon, plus que ça. Hein. 2 fois ça, facile. Hein. D'accord? Bon, un énorme bouquin. Il le donne à Tomita et il lui dit lisez ce bouquin et revenez me voir quand vous aurez tout compris. Bon. Alors, ça, comme ça. Bon. Alors pendant 2 ans, il ne se voit pas. Et puis au bout de 2 ans, par hasard,
Tomita rencontre son prof dans les couloirs de l'université. Alors son prof, il se souvenait quand même, il lui dit « Alors, ce bouquin, ça avance ?» Et Tomita lui répond « Je l'ai perdu au bout d'une semaine. » Donc, c'était un type absolument génial. Il racontait des histoires, c'était vraiment absolument génial. Et bon, il a fait une découverte absolument géniale. Et seulement, comme il était sourd, si vous voulez, c'était très, très, très difficile de communiquer avec lui. C'était vraiment très, très difficile. Et la plupart du temps, il coupait son... Il avait un appareil. La plupart du temps, il coupait son appareil. Donc, bon... Mais donc, moi, ça a été le point de départ de mes travaux. Si vous voulez, mon point de départ dans mes travaux, ça a été le fait que donc, Tomita, et puis après Takesaki, qui avait repris les travaux de Tomita, avait trouvé que, bon, sur une algèbre de Feynman, donc comme Feynman les avait définis, il y avait une évolution, mais qui dépendait d'un état. Et alors, ce que j'ai démontré dans ma thèse, c'est qu'en fait, elle ne dépendait pas d'un état, et qu'il suffisait d'avoir la non-commutativité, c'est-à-dire il suffisait d'avoir une algèbre, faire des calculs d'algèbre dans lesquels vous faites attention à l'ordre des termes pour qu'il y ait une évolution dans le temps. Donc, pour qu'il y ait un temps qui passe, si vous voulez. Bon, alors après, il y a eu un tas de conséquences de ça, bien entendu. Et en fait, l'essentiel de mes travaux a été, si vous voulez, de développer la géométrie pour des espaces qui, contrairement aux espaces de Descartes, parce que Descartes, si vous voulez, avait réussi à comprendre qu'il y avait une dualité entre la géométrie et l'algèbre. C'est-à-dire Descartes avait compris qu'on pouvait encoder un espace géométrique par des coordonnées et puis faire des calculs algébriques au lieu de faire des calculs, au lieu de démontrer un théorème de géométrie. Un exemple le plus simple possible, si vous voulez, si vous voulez démontrer que les trois médianes d'un triangle se coupent, ben, je veux dire, il y a plusieurs manières de faire. Mais la manière la plus simple, c'est de faire le calcul du barycentre. C'est-à-dire, vous prenez les coordonnées, puis vous écrivez le tiers des coordonnées pour la somme, le tiers de la somme des coordonnées, et puis ça vous donne le barycentre. Quel est l'avantage de la démonstration algébrique sur la démonstration géométrique? C'est que, bon, là, vous pourrez bien sûr faire une démonstration géométrique du fait que les trois médianes d'un triangle se rencontrent, et supposez que je vous demande de le démontrer en dimension n. Alors que la démonstration algébrique, elle est évidente. Vous faites 1 sur n fois la somme des coordonnées, puis c'est tout, ça vous donne le point d'intersection, puis c'est terminé. D'accord? Donc vous voyez la puissance de ce va-et-vient entre d'un côté la géométrie et de l'autre côté l'algèbre. Alors ce qu'a découvert Heisenberg, c'est qu'il y avait des espaces incroyablement naturels dans lesquels justement les coordonnées ne commutent pas. Et ces espaces qui correspondent aux observables sur un système microscopique. Et donc moi l'essentiel de mes travaux, ça a été de développer la géométrie pour de tels espaces. Alors, comme le